C'est quand ma propre ex-épouse a regardé notre fille et lui a dit « Bien fait, tu dois apprendre à te soumettre ». L'atmosphère s'est glacée quand j'ai pris mon téléphone et composé le 17. Avant de vous raconter la suite, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés à ce point. Mes 75 ans m'ont appris que la lâcheté peut se déguiser en sagesse pendant des décennies. Je m'appelle Claude Dubois, et pendant 20 longues années, j'ai accepté d'être l'homme faible de cette famille. Celui qui baissait les yeux, celui qui demandait pardon même quand il n'avait rien fait de mal. Mais ce dimanche-là, quelque chose en moi s'est définitivement brisé. J'habite un petit appartement à Montmartre depuis mon divorce. 2 pièces sous les toits, une vue sur les cheminées parisiennes et le silence pour compagnon. Ancien professeur d'histoire au lycée Voltaire, j'ai pris ma retraite il y a 10 ans, avec une pension modeste et une fierté encore plus modeste. Ma routine est simple. Café noir le matin, lecture de Libération, promenade au Père-Lachaise l'après-midi. Et une fois par mois, ce maudit dîner du dimanche chez Mireille. Mireille, mon ex-épouse, 74 ans de reproches cristallisés et de froideur calculée. Elle habite toujours notre ancien appartement du 16e arrondissement, celui que j'ai dû lui laisser après le divorce. 350 mètres carrés de parquet ciré et de meubles Louis XVI, où chaque objet semble vous rappeler votre médiocrité. Nous nous sommes séparés quand Amélie avait 28 ans, et depuis, ces dîners mensuels sont devenus une tradition toxique. Un rituel où je viens recevoir ma dose mensuelle d'humiliation, sous prétexte de garder la famille unie pour Amélie. Amélie, ma fille, 48 ans aujourd'hui, et j'ai parfois l'impression qu'elle en a encore 20 dans sa façon de chercher l'approbation de sa mère. Brillante psychologue dans un cabinet du 7e arrondissement, elle gagne bien sa vie, mais devant Mireille, elle redevient cette petite fille qui s'excuse d'exister. Ça me déchire de la voir comme ça. Et François, son mari depuis 15 ans, parlons de François. François Lemaire, 50 ans, directeur commercial dans une société de télécommunications. Le gendre parfait selon Mireille, costume impeccable, voiture allemande, et surtout cette façon de parler à Amélie comme si elle était légèrement attardée. Au début, j'avais mis ça sur le compte de la différence de personnalité. Lui, l'homme d'action, elle, l'intellectuelle rêveuse. Mais au fil des années, j'ai commencé à voir les petites cruautés. La façon dont il coupait Amélie quand elle parlait. Comment il levait les yeux au ciel quand elle proposait quelque chose. Ses sourires narquois quand elle se trompait de chemin en voiture. Mireille trouvait ça rafraîchissant. Enfin, un homme qui ne la laisse pas faire n'importe quoi, disait-elle. Moi, ça me rendait malade, mais que pouvais-je dire? Après tout, j'étais l'ex-mari raté, celui qui manquait de poigne, selon les mots exacts de mon ex-épouse. Celui qui avait élevé Amélie dans le coton et qui était responsable de sa faiblesse. Ce dimanche de novembre commençait comme tous les autres. Pluie fine sur Montmartre, trajet en métro jusqu'au Trocadéro, remontée de l'avenue Kléber avec cette boule au ventre familière. J'avais apporté une bouteille de Sancerre, comme toujours. Pas la peine de me ruiner, de toute façon Mireille faisait toujours une remarque sur le millésime. Je sonne à l'interphone. La voix sèche de Mireille. C'est ouvert, monte. 4 étages sans ascenseur, mes genoux qui craquent à chaque marche. L'odeur de l'appartement m'accueille, mélange de cire d'abeille et de ce parfum Chanel qu'elle porte depuis 30 ans. Rien n'a changé depuis le divorce. Mes livres ont disparu des étagères, remplacés par des bibelots de cristal, mais sinon, tout est identique. Mireille m'attend dans le salon. Impeccable comme toujours. Tailleur marine, cheveux argentés tirés en chignon, ce regard qui vous juge avant même que vous parliez. « Tu es en retard de 6 minutes », me lance-t-elle en guise de bonjour. 6 minutes, elle avait chronométré. Pardon, il y avait des travaux sur la ligne 9. Il faut toujours que tu aies une excuse, Claude. Toujours. Amélie émerge de la cuisine, les joues rosies par la chaleur des fourneaux. Elle porte cette robe bleue que je lui avais offerte l'année dernière pour son anniversaire. Elle me fait un sourire fatigué et vient m'embrasser.
Bonjour papa. Ça va? Ça va ma chérie. Et toi, le travail? Mireille intervient avant qu'elle puisse répondre. Elle s'épuise pour rien avec ses patients. François lui dit toujours qu'elle devrait facturer plus cher, mais elle n'écoute pas. N'est-ce pas François? François sort de la chambre en nouant sa cravate. Même le dimanche, il s'habille comme pour une réunion d'affaires. Il me serre mollement la main. Claude, comment allez-vous? Bien, bien. Et vous? Il hausse les épaules sans répondre et se dirige vers le bar pour se servir un whisky. 13 heures. Et il boit déjà. Amélie lance un regard inquiet vers sa mère, mais Mireille fait comme si de rien n'était. Le déjeuner se déroule dans cette atmosphère tendue qui m'est devenue familière. Mireille critique le gouvernement, François approuve bruyamment tout ce qu'elle dit, Amélie picore dans son assiette en silence. Moi, je mange en me concentrant sur la saveur du gigot, en essayant d'ignorer les pics. Au fait, Claude, j'ai croisé Madame Roussel de ton ancien immeuble. Elle m'a dit que ton proprio augmentait les loyers. Tu arrives à suivre avec ta petite retraite? Le ton faussement inquiet de Mireille. Toujours cette façon de vous enfoncer en prétendant s'intéresser à vous. Je me débrouille très bien, merci. Si tu avais fait comme François et moi, si tu avais investi dans l'immobilier au lieu de collectionner tes vieux bouquins. François ricane. Amélie tortille sa serviette entre ses doigts. Maman, s'il te plaît. Quoi? Je dis juste que ton père a toujours manqué de sens pratique. C'est pour ça que... Elle s'interrompt, mais nous savons tous comment la phrase se termine. C'est pour ça que nous avons divorcé. C'est pour ça qu'elle a dû me quitter. Pour mon bien et pour le sien. L'après-midi traîne en longueur. François et Mireille discutent placement financier. Amélie range la cuisine. Et moi je reste assis dans le canapé où je dormais les dernières années de notre mariage, à regarder les photos de famille accrochées au mur. Des photos où je figure encore, mais où mon visage semble déjà s'estomper. Vers 17 heures, Mireille annonce qu'il est temps de servir le thé. Amélie, tu t'en occupes? Toujours des ordres déguisés en demande. Ma fille se lève docilement et se dirige vers la cuisine. J'entends le bruit des tasses, de l'eau qui bout. C'est là que ça a dérapé. Amélie revient avec le plateau, service en porcelaine de Limoges, celui du mariage de ses grands-parents. Elle pose le plateau sur la table basse avec des gestes précautionneux. François tend sa tasse, mais Amélie tremble légèrement. Le stress de la journée, peut-être, ou la fatigue. Quelques gouttes de thé débordent sur la soucoupe. Le silence qui suit est glacial. François regarde la soucoupe tachée, puis Amélie, puis de nouveau la soucoupe. Son visage se durcit. Sérieusement, Amélie, tu ne peux même pas servir le thé proprement? Pardon, je vais chercher une autre. Non, reste là. Tu sais quoi? C'est toujours pareil avec toi. Tu fais tout à moitié, tu ne fais jamais attention à rien. Mireille pose sa propre tasse et observe la scène avec cette expression que je lui connais bien. Celle qu'elle avait quand Amélie enfant renversait son verre à table. Celle qui précédait toujours une leçon de morale. François a raison, dit-elle calmement. À ton âge, Amélie, ces petites négligences sont inexcusables. Amélie baisse la tête comme une enfant grondée. Quelque chose en moi se contracte. Cette femme de 48 ans, psychologue reconnue, qui traite des patients toute la semaine, est en train de s'excuser d'avoir renversé 3 gouttes de thé. Ce n'est rien, dis-je doucement. Ça arrive à tout le monde. François me lance un regard méprisant. Claude, ne l'encouragez pas. C'est exactement ça le problème avec Amélie. Elle a grandi en pensant que tout lui était permis parce que papa était toujours là pour excuser ses erreurs. François, elle a juste quoi? Vous ne voyez pas qu'elle est devenue une femme qui ne sait pas se tenir, qui ne peut même pas servir le thé à sa propre famille sans tout salir. Sa voix monte. Amélie recule d'un pas, le plateau tremblant entre ses mains. Je vois ses yeux qui commencent à briller de larmes contenues. François, calmez-vous. Elle n'a rien fait de grave. Il se lève brusquement, faisant trembler la table. Non, non, Claude. C'est fini. J'en ai marre de vos commentaires. Vous n'avez jamais su élever votre fille. Vous n'avez jamais su être un homme. Et maintenant vous voulez me dire comment je dois parler à ma femme. Le ton a changé.
Nous ne sommes plus dans l'agacement, nous basculons dans quelque chose de plus sombre. Mireille ne dit rien, mais je vois dans ses yeux cette lueur que je connaissais bien quand nous étions mariés. Cette satisfaction de voir les choses enfin remises en place. Ma femme, vous entendez? Ma femme, pas votre petite princesse, et si elle ne sait pas se tenir, c'est bien à moi de lui apprendre. Il se tourne vers Amélie, qui s'est figée près de la table, les mains crispées sur le plateau. Et toi, tu vas arrêter de trembler comme ça. Tu vas te redresser, tu vas me regarder dans les yeux, et tu vas me promettre que tu feras plus attention. François, murmure Amélie, la voix étranglée. Plus fort, je ne t'entends pas. François, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Tu vas encore pleurer, tu vas encore faire ta victime? Je me lève à mon tour. Mon cœur tape dans ma poitrine. François, ça suffit maintenant. Il pivote vers moi, le visage rouge de colère. Ça suffit? Ça suffit? Vous savez ce qui suffit, Claude? C'est d'avoir un beau-père qui se mêle de tout, qui mine mon autorité, qui transforme ma femme en enfant gâté. Personne ne mine votre autorité, François. Amélie est une adulte, elle mérite du respect. Du respect? Elle mérite qu'on lui apprenne à vivre. Et si vous aviez été un vrai père, si vous aviez été un vrai homme, elle saurait déjà. Le silence qui suit est électrique. Mireille nous observe, impassible. Amélie a posé le plateau et se tient maintenant les bras croisés, comme pour se protéger. Et c'est là que ça s'est passé. François fait 2 pas vers Amélie, lève la main et lui donne une gifle. Pas une petite tape, une vraie gifle, sèche, qui claque dans le salon et fait voler les cheveux d'Amélie. Le bruit résonne comme un coup de tonnerre. Amélie titube, porte la main à sa joue. Une marque rouge apparaît sur sa peau pâle. Elle nous regarde tous les trois, les yeux écarquillés de choc, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui venait d'arriver. Moi non plus. Je n'arrive pas à y croire. François reste planté là, la main encore levée, comme s'il réalisait soudain l'énormité de son geste. Pendant une seconde, j'espère qu'il va s'excuser, qu'il va se confondre en excuses, qu'il va reconnaître qu'il a dépassé les bornes. Mais non, c'est Mireille qui parle la première. Elle pose calmement sa tasse de thé, regarde sa fille qui tient encore sa joue et dit d'une voix parfaitement posée « Bien fait ». Amélie se tourne vers sa mère, l'incompréhension totale dans le regard. « Bien fait », répète Mireille. « Il était temps que quelqu'un te remette à ta place. Tu as 48 ans, Amélie. 48 ans, et tu te comportes encore comme une gamine maladroite. François a raison. Il faut que tu apprennes. » Ma fille ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle regarde sa mère comme si elle la découvrait pour la première fois. Et moi, je reste debout près du canapé, paralysé par ce que je viens d'entendre. Ma propre ex-épouse. La mère de ma fille. Elle vient de cautionner qu'un homme frappe notre enfant. François baisse lentement la main, un sourire naissant aux lèvres. Il vient de comprendre qu'il a le soutien de Mireille, qu'il peut aller plus loin. Voilà, enfin quelqu'un de sensé dans cette famille. Mireille comprend, elle. Une femme doit savoir se tenir. Si elle fait des erreurs, elle assume les conséquences. Amélie nous regarde tous les trois. Son père, sa mère, son mari. Et je vois dans ses yeux quelque chose qui se brise définitivement. Cette petite lumière d'espoir qu'elle gardait, cette foi en notre famille, cette illusion que nous l'aimions vraiment. Vous pensez vraiment ça? Demande-t-elle d'une voix blanche. Bien sûr que je le pense, s'exclame François. Tu crois que j'ai épousé une femme pour qu'elle me fasse honte? Pour qu'elle renverse du thé devant ta mère? Pour qu'elle pleure dès qu'on lui fait une remarque? Mireille hoche la tête approbativement. François n'a pas tort, ma chérie. Tu as toujours été trop sensible. Ton père t'a mal élevé. Il fallait quelqu'un de plus ferme pour te faire grandir. Et là, quelque chose d'inédit se passe en moi. Cette petite voix dans ma tête, celle qui depuis 20 ans me susurrait que j'étais effectivement un raté, un père indigne, un homme sans poigne. Cette voix se tait brusquement, et elle est remplacée par une autre. Une voix que je ne connaissais pas, une voix froide, claire et inébranlable. Cette voix me dit « Non,
Non, Amélie n'a pas mérité cette gifle. Non, elle n'est pas une enfant gâtée. Non, François n'avait pas le droit de lever la main sur elle. Et non, Mireille n'a pas le droit de cautionner ça. Je regarde ma fille, debout au milieu de ce salon où elle a grandi, la joue rouge, les yeux pleins de larmes, et je comprends enfin quelque chose que j'aurais dû comprendre depuis longtemps. Je n'ai pas échoué comme père parce que j'étais trop doux. J'ai échoué comme père parce que je n'ai pas été assez fort pour la protéger de ça. Je sors mon téléphone de ma poche. François me regarde faire sans comprendre. « Qu'est-ce que vous faites ?» Je compose le 17 sans répondre. « Claude !» s'écrie Mireille. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'aurais dû le faire il y a 20 ans. La tonalité résonne dans le salon. Une voix féminine répond. « Allô, police secours ?» François devient livide. « Vous n'allez quand même pas... » Je le regarde droit dans les yeux pour la première fois depuis 15 ans. « Si, je vais. »« Allô, police secours ?» Ma voix est étrangement calme quand je réponds. « Bonjour madame. Je voudrais signaler une agression domestique en cours. Un homme vient de frapper une femme devant témoin. » François devient blanc comme un linge. Il fait un geste vers moi pour raccrocher, mais quelque chose dans mon regard l'arrête net. Pour la première fois depuis 15 ans, c'est lui qui recule. « Monsieur, vous êtes en sécurité ?» demande l'opératrice. « Oui, pour l'instant. Mais la victime est toujours en présence de son agresseur. » Mireille se lève précipitamment. « Claude !» raccroche immédiatement. « Tu vas détruire cette famille. » Je la regarde sans ciller. « Cette famille est déjà détruite, Mireille, depuis longtemps. » L'opératrice continue. « Pouvez-vous me donner l'adresse exacte ?» Je donne l'adresse de l'appartement du 16e. François s'effondre dans le fauteuil, la tête entre les mains. « Putain, Claude, qu'est-ce que vous avez fait ? Ce que j'aurais dû faire le jour où vous avez épousé ma fille. » Amélie n'a pas bougé. Elle nous regarde tous les trois comme si elle assistait à une pièce de théâtre surréaliste. Sa joue porte encore la marque rouge de la gifle. « Papa, » murmure-t-elle, « une patrouille sera là dans 15 minutes, monsieur. Restez en ligne si nécessaire. » « Merci, madame. Nous attendons. » Je raccroche et pose le téléphone sur la table basse, juste à côté du service à thé. Le contraste est saisissant. D'un côté, la porcelaine délicate de Limoges, de l'autre, cet objet moderne qui vient de faire exploser 20 ans de mensonges. Mireille fait les 100 pas dans le salon. « Tu réalises ce que tu viens de faire ? François peut perdre son travail. Il peut avoir un casier judiciaire. Et pourquoi ? Pour une simple dispute de famille. Une simple dispute ? Il a frappé notre fille, Mireille. » Il l'a remise à sa place. C'est son rôle de mari. Ces mots me glacent le sang. Je découvre une femme que je n'ai jamais vraiment connue, ou peut-être que je l'ai toujours connue, mais que j'ai refusé de la voir. François relève la tête. Ses yeux sont injectés de sang. « Claude, vous ne comprenez pas. Amélie, elle a besoin d'être cadrée. Elle s'éparpille, elle doute de tout, elle quoi ? Elle pense par elle-même. Elle a des émotions. Elle est faible, crie-t-il en se levant. Voilà la vérité. Elle est faible, et vous l'avez rendue encore plus faible avec votre éducation de merde. » Je m'approche de lui lentement. Mes 75 ans pèsent sur mes genoux, mais mon dos est droit pour la première fois depuis des années. « François, vous allez m'écouter très attentivement. Si vous levez encore une fois la main sur ma fille, peu importe où, peu importe quand, je vous retrouverai. Et cette fois, ce ne sera pas la police que j'appellerai. » Il ricane, mais j'entends le tremblement dans sa voix. « Vous, me menacez ? Vous qui n'avez jamais eu le courage de... » « De quoi, François ? De faire comme vous ? De frapper les femmes pour me sentir fort ? Détrompez-vous, ce n'est pas du courage, c'est de la lâcheté. Et la lâcheté, je connais bien, j'en sors tout juste. » Amélie s'approche de moi. Elle tend la main vers mon bras, hésitante. « Papa, tu n'étais pas obligé de... » « Si, ma chérie, j'étais obligé. J'aurais dû le faire il y a 15 ans, le jour de votre mariage. Quand j'ai vu la façon dont il te regardait pendant que tu prononçais tes vœux. Comment il me regardait ? Comme un objet qu'il venait d'acquérir, pas comme la femme qu'il aimait. » Mireille explose. « Arrête ton cinéma, Claude.
Tu révises l'histoire. François a toujours été parfait avec Amélie. C'est toi qui... Moi qui quoi? Qui l'aimait trop? Qui la respectait trop? Qui refusait de la briser pour en faire une poupée docile? Tu l'as rendue inadaptée. Tu l'as rendue incapable de vivre dans le monde réel. Le monde réel selon qui? Selon toi? Un monde où les femmes doivent fermer leur gueule et encaisser les coups? Amélie sursaute. Elle ne m'a jamais entendu parler comme ça. Moi non plus d'ailleurs. François ricane amèrement. Regardez-moi ça. Monsieur l'ancien prof d'histoire qui sort ces grands mots. Vous savez quoi, Claude? Vous me faites pitié. Vous avez gâché votre mariage, vous avez gâché l'éducation de votre fille, et maintenant, vous voulez gâcher le mien. Je ne veux rien gâcher du tout, François. Je veux juste que vous arrêtiez de faire du mal à ma fille. Du mal? Mais de quel mal vous parlez? Je la nourris, je la loge, je lui paye ses vacances. Elle a tout ce qu'une femme peut rêver d'avoir. Tout sauf le respect. Le respect, ça se mérite. Non, François, le respect, c'est la base. Et quand on aime quelqu'un, on ne lève jamais la main sur cette personne. Il ricane encore, mais je sens qu'il commence à paniquer. Dans quelques minutes, les flics seront là. Et vous, Claude, vous avez respecté Mireille? C'est pour ça qu'elle vous a quitté? Cette question me fait mal, parce qu'elle touche juste. Pendant des années, j'ai cru que j'avais effectivement manqué de respect à Mireille, que j'avais été un mauvais mari, un homme sans ambition, sans poigne. Mais aujourd'hui, en regardant ma fille tenir sa joue rouge, je comprends enfin la vérité. Tu sais pourquoi Mireille m'a quitté, François? Parce que je ne la battais pas, parce que je ne l'humiliais pas, parce que je refusais de jouer le rôle du tyran domestique qu'elle voulait que je sois. Mireille se fige. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, Mireille. Enfin, tu me reprochais d'être trop doux. Tu te plaignais que je ne prenais pas les choses en main. Tu voulais un homme qui te domine, qui décide de tout, qui te traite comme une propriété. Moi, j'ai eu la naïveté de croire qu'un couple, c'était deux égaux qui s'aimaient. Tu délires complètement. Tu te souviens de cette soirée chez les Lemercier? Amélie avait 16 ans. Michel Lemercier avait giflé sa femme devant tout le monde parce qu'elle avait contredit une de ses histoires. Tout le monde était gêné, sauf toi. Tu avais dit, au moins, lui, il sait se faire respecter. Le silence qui suit est lourd. Amélie nous regarde alternativement, comme si elle découvrait l'histoire de ses propres parents. « J'avais jamais fait le lien », murmure-t-elle. Mireille serre les poings. « Tu sors mes paroles de leur contexte. J'ai jamais voulu que tu me frappes. Non, c'est vrai. Tu voulais juste que je t'humilie autrement, que je te rabaisse, que je prenne toutes les décisions sans te consulter, que je te traite comme une enfant irresponsable. » Comme François traite Amélie. François intervient, la voix aigre. « N'essayez pas de me comparer à vos problèmes de couple, Claude. Moi et Amélie, on n'a rien à voir avec ça. Ah non? Alors explique-moi pourquoi ma fille, psychologue diplômée, femme indépendante et intelligente, tremble comme une gamine de 10 ans quand tu élèves la voix. » Amélie baisse les yeux. J'ai touché dans le mille. Explique-moi pourquoi elle s'excuse 50 fois par jour pour des choses qui ne sont même pas des erreurs. Pourquoi elle demande ta permission pour acheter un livre? Pourquoi elle fait semblant d'aimer le foot pour te faire plaisir alors qu'elle déteste ça? François devient rouge. Elle ne demande pas ma permission pour... François, la coupe Amélie d'une voix faible. Tu m'as engueulé la semaine dernière parce que j'avais acheté un magazine sans te prévenir. 20 €. 20 € sur mon propre salaire. Le silence tombe comme une chape de plomb. François ouvre la bouche, puis la referme. Il sait qu'il ne peut pas nier. C'était juste parce qu'on fait les comptes ensemble. C'est normal de se consulter. Pour 20 €, insiste Amélie. Et pour les 40 € du resto où tu es allé avec tes collègues sans me prévenir, c'était normal aussi? Je vois ma fille qui commence à se réveiller. Qui commence à voir les incohérences, les doubles standards, les petites cruautés quotidiennes qu'elle a normalisées. Mireille sent que le vent tourne. Elle contre-attaque. Amélie, ne laisse pas ton père t'embobiner. François t'aime, il veut juste que vous ayez un foyer stable. Un foyer stable, dit Amélie en se tournant vers sa mère.
Maman, tu penses vraiment que c'est normal qu'il me gifle? Je pense qu'un couple a ses règles et que... Réponds-moi, tu penses que c'est normal qu'un mari frappe sa femme? Mireille hésite. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, elle hésite. Ce n'était pas vraiment une gifle. Qu'est-ce que c'était alors? Une remontrance un peu ferme. Amélie éclate d'un rire amer. Une remontrance? Maman, il m'a frappé. Et toi, tu as dit bien fait. Ta propre fille. Tu étais maladroite. J'ai renversé 3 gouttes de thé. 3 gouttes. Et ça justifie qu'on me frappe? François tente de reprendre le contrôle. Amélie, tu dramatises. Ce n'était qu'une petite tape pour... Une petite tape. François, ma joue est encore rouge. Regarde. Elle se tourne vers nous, présentant sa joue marquée. L'empreinte des doigts de François est encore visible. Et c'est là que j'entends les sirènes. D'abord lointaines, puis de plus en plus proches. Le bruit caractéristique des voitures de police qui remontent l'avenue Kléber. François blêmit. Merde, 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 merde. Il se tourne vers moi suppliant. Claude, appelez-les, dites-leur que c'était une erreur, que vous vous êtes trompé. Non. S'il vous plaît, je vais perdre mon boulot. Vous vous rendez compte de ce que ça va donner au commissariat? Dans les journaux? Vous auriez dû y penser avant de lever la main sur ma fille. Les sirènes s'arrêtent devant l'immeuble. François fait les 100 pas comme une bête en cage. Amélie, dis-leur que c'était rien, que c'était juste une dispute. Amélie le regarde longuement. Je vois qu'elle réfléchit, qu'elle pèse le pour et le contre. 15 ans de mariage, c'est lourd à porter. 15 ans d'habitude, de compromis, de petits renoncements qui finissent par faire une vie. Je sais pas, François, dit-elle finalement. Je sais plus. L'interphone sonne. Mireille va répondre d'une démarche raide. Oui, police nationale, madame. Nous sommes venus suite à un appel. Entrez, c'est au 4e étage. Elle appuie sur le bouton et se tourne vers nous. Voilà, Claude, tu es content? Tu as détruit cette famille. Non, Mireille, cette famille était déjà détruite. Moi, j'ai juste allumé la lumière. Nous entendons les pas dans l'escalier. 2 personnes, peut-être 3. François s'assied et se prend la tête entre les mains. Ma carrière est fichue, gémit-il, complètement fichue. Votre carrière, dis-je, et la santé mentale de ma fille, et sa dignité, ça compte pourquoi dans votre échelle de valeur? Vous ne comprenez pas, dans ma boîte, si ça se sait, je vais être grillé. Plus personne ne voudra travailler avec moi. Alors, il fallait y réfléchir avant. On frappe à la porte, 3 coups fermes, autoritaires. Police, ouvrez s'il vous plaît. Mireille va ouvrir. 2 policiers entrent. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, regard fatigué. Une femme plus jeune, blonde, l'air déterminé. « Bonjour », dit l'homme. « Brigadier Moreau, et voici ma collègue, gardienne Petit. Nous avons reçu un signalement pour violence conjugale. Qui a appelé? Je lève la main. Moi, Claude Dubois. Très bien. Et vous êtes le père de la victime. Le brigadier Moreau regarde autour de lui. Amélie, François, Mireille, moi. Il a l'habitude de ces situations tendues. La victime présumée, c'est vous, madame? Demande-t-il à Amélie. Oui. Enfin. Madame, c'est important. Est-ce que quelqu'un vous a frappé? Amélie jette un coup d'œil vers François, puis vers Mireille, puis vers moi. Je vois qu'elle hésite encore. Amélie, dit doucement la gardienne Petit en s'approchant. Vous n'êtes pas obligée de protéger qui que ce soit. Si quelqu'un vous a fait du mal, nous sommes là pour vous aider. Il y a eu une dispute. Quel genre de dispute? J'ai renversé du thé et François s'est énervé. François, c'est votre mari? Oui. Et que s'est-il passé quand il s'est énervé? Amélie touche instinctivement sa joue. Il m'a donné une gifle. Le brigadier Moreau note quelque chose sur son carnet. Devant témoin, devant mon père et ma mère. Madame, dit la gardienne Petit en désignant François. C'est monsieur votre mari?
François se lève lentement, l'air défait. Oui, c'est moi. Mais écoutez, c'était vraiment rien. On s'est juste disputé et... Monsieur, l'interrompt le brigadier, vous reconnaissez avoir frappé madame? C'était pas vraiment frappé, c'était juste... Monsieur, c'était oui ou non? François regarde autour de lui, cherchant du soutien. Même Mireille détourne les yeux. Oui, mais... Il n'y a pas de mais, monsieur. Pouvez-vous nous suivre, s'il vous plaît? Comment ça, vous suivre? Vous êtes en état d'arrestation pour violence conjugale. François devient livide. Attendez, vous ne pouvez pas... C'était rien. Une dispute de famille. Monsieur, la loi est claire. Tout coup porté sur un conjoint constitue une infraction. Vous avez le droit de garder le silence. Et là, François craque complètement. Il se tourne vers Amélie, les larmes aux yeux. Amélie, dis-leur que tu me pardonnes, qu'on peut arranger ça entre nous. Amélie le regarde longuement. Et pour la première fois depuis des années, je vois ma fille redresser les épaules. Non, François, on ne peut plus rien arranger. Cette phrase résonne dans le salon comme une sentence définitive. François s'effondre. Amélie, s'il te plaît, je t'aime. Tu le sais que je t'aime. Si tu m'aimais, François, tu ne m'aurais jamais frappé. La gardienne Petit sort ses menottes. Monsieur, tendez-moi vos mains, s'il vous plaît. Non, non, pas les menottes, mes voisins vont voir. Monsieur, si vous ne collaborez pas, nous allons être obligés d'employer la force. François jette un dernier regard désespéré vers Mireille. Mireille, dites quelque chose. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Mireille reste muette. Pour la première fois depuis que je la connais, elle semble avoir perdu sa superbe. François tend finalement ses mains. Le claquement des menottes résonne dans le silence. « Madame, dit le brigadier Moreau à Amélie, souhaitez-vous porter plainte ?» Amélie me regarde. Dans ses yeux, je lis une question. « Papa, qu'est-ce que je dois faire ?» Et pour la première fois depuis 20 ans, j'ai la réponse. « Fais ce que ton cœur te dit, ma chérie, et quoi que tu décides, je serai là. » Amélie hoche la tête lentement. « Oui, dit-elle d'une voix claire, je veux porter plainte. » François pousse un gémissement. Les policiers l'emmènent vers la sortie. Au moment de franchir la porte, il se retourne une dernière fois. « Tu vas le regretter, Amélie. Sans moi, tu n'es rien. Tu m'entends? Rien. » Et là, quelque chose d'extraordinaire se passe. Amélie sourit. Pas un sourire de vengeance ou de colère. Un sourire de libération. Au contraire, François. Sans toi, je vais enfin redevenir quelqu'un. La porte se referme sur les policiers et François. Le silence retombe dans l'appartement. Nous restons là, Amélie, Mireille et moi, dans ce salon où tout vient de basculer. Mireille s'effondre dans son fauteuil. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» murmure-t-elle. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» Amélie s'approche de moi et, pour la première fois depuis des années, elle me prend dans ses bras. Vraiment, pas l'embrassade polie des dimanches, mais une vraie étreinte. « Merci, papa », chuchote-t-elle contre mon épaule. « Merci d'avoir été courageux pour moi. Je la serre contre moi, cette fille que j'ai eu si peur de perdre, et je comprends que le combat n'est pas fini. Il ne fait que commencer. Mais cette fois, nous le mènerons ensemble. » Les semaines qui ont suivi l'arrestation de François ont été les plus étranges de ma vie. Étranges parce que pour la première fois depuis 20 ans, j'avais l'impression de respirer librement. Mais aussi parce que je découvrais une Amélie que je n'avais jamais vraiment connue. Ma fille, sans ses chaînes. Elle était venue s'installer chez moi temporairement dans mon petit appartement de Montmartre. 2 pièces pour 2 personnes qui réapprennent à se connaître. Le premier soir, elle était assise sur le canapé convertible que j'avais improvisé pour elle, et elle regardait autour d'elle avec des yeux émerveillés. « Papa, dit-elle, c'est fou comme ton appartement me ressemble plus que ma propre maison. » J'ai regardé mes étagères pleines de livres d'histoire, mes cartes postales de voyage puisées aux 4 coins de l'Europe, mon vieux gramophone et ma collection de vinyles de Brassens. Rien de luxueux, mais tout était choisi avec soin, avec amour.
Comment ça? Chez François, tout était froid, calculé. Les meubles de designer, les tableaux choisis pour impressionner. Ici, chaque objet raconte une histoire. Comme cette photo de nous deux au Louvre quand j'avais 12 ans. Elle avait pris le cadre posé sur ma commode. Une photo où nous sourions tous les deux devant la Joconde. Amélie portait des couettes et un pull rouge à rayures. Moi, j'avais encore tous mes cheveux et ce regard confiant que j'avais perdu quelque part en route. « Tu te souviens de cette journée ?» avait-elle demandé. « Bien sûr, tu voulais absolument comprendre pourquoi Mona Lisa souriait. Tu es resté planté devant pendant 1 heure à chercher son secret. Et tu es resté avec moi, sans t'impatienter. François n'aurait jamais fait ça. Il aurait dit que c'était une perte de temps, qu'on avait d'autres salles à voir. Cette remarque m'avait bouleversé, parce qu'elle révélait à quel point François avait réussi à lui faire croire que ses émotions, sa curiosité, sa sensibilité étaient des défauts. Les premiers jours, Amélie sursautait au moindre bruit. Elle demandait la permission pour tout, ouvrir le frigo, allumer la télé, prendre une douche. 15 ans de conditionnement ne s'effacent pas en une nuit, mais petit à petit, j'ai vu ma vraie fille réapparaître. Un matin, je l'ai trouvée dans la cuisine en train de préparer des crêpes. Elle fredonnait une chanson de Françoise Hardy, ses cheveux relevés en chignon négligé, une de mes vieilles chemises sur les épaules. Elle rayonnait. « Ça fait 15 ans que j'ai pas fait de crêpes », dit-elle en me voyant. François trouvait ça vulgaire. Il préférait qu'on aille bruncher dans des endroits chics où on payait 20 € pour 2 œufs. Et toi, tu aimais ça? Je détestais. Mais j'avais fini par croire que mes goûts étaient mauvais, que j'étais une plouque qui ne comprenait rien à la sophistication. Je me suis assis à la petite table de ma cuisine, dans ce rayon de soleil qui traverse ma fenêtre tous les matins. Et j'ai regardé ma fille retrouver ses gestes d'enfant. La façon dont elle faisait tourner la poêle, sa concentration pour que la crêpe soit parfaite. « Amélie, dis-moi, depuis quand tu ne t'amuses plus ?» Elle s'est figée, la spatule en l'air. « Comment ça? Depuis quand tu ne ris plus aux éclats? Depuis quand tu ne chantes plus sous la douche? Depuis quand tu ne danses plus dans le salon ?» Elle a posé la poêle et s'est appuyée contre l'évier. « Je sais pas, papa. Je crois que j'avais oublié que j'avais le droit. » Cette phrase m'a percé le cœur. Ma fille avait oublié qu'elle avait le droit d'être heureuse. Nous avons mangé nos crêpes dans un silence complice. Dehors, Montmartre s'éveillait. Les voix des commerçants, le bruit des volets qui s'ouvrent, la vie qui recommence. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'en faire partie. L'après-midi, nous sommes allés nous promener au Père-Lachaise. Amélie avait insisté pour venir avec moi, alors que d'habitude, c'était mon moment de solitude. Nous avons marché entre les tombes, parlant de tout et de rien, du temps qui passe, des regrets qu'on traîne, des secondes chances qu'on n'ose pas saisir. « Papa », m'a-t-elle dit en s'arrêtant devant la tombe d'Édith Piaf, « j'ai une question indiscrète. Vas-y. Tu as déjà regretté de m'avoir eu ?» La question m'a coupé le souffle. « Amélie, pourquoi tu demandes ça? Parce que, à cause de moi, tu es restée avec maman plus longtemps que tu n'aurais dû. À cause de moi, tu as supporté ces humiliations. Tu as sacrifié ta vie pour que j'aie une famille normale. » J'ai pris ses mains dans les miennes. « Écoute-moi bien, ma chérie. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Si je suis resté avec ta mère, c'était par lâcheté, pas par sacrifice. J'avais peur de la vie, peur de me retrouver seul, peur d'échouer. Toi, tu m'as donné une raison de me lever chaque matin. Tu m'as appris à aimer vraiment. Mais maintenant, tu es seul. Non, maintenant je suis libre. Et tu sais quoi? Pour la première fois de ma vie, ça ne me fait pas peur. » Elle a souri à travers ses larmes. « Moi non plus, papa. Moi non plus, ça ne me fait plus peur. » Nous sommes rentrés main dans la main, comme quand elle était petite et que nous allions acheter le pain ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, c'était nous qui étions les adultes responsables de notre bonheur. Le soir, Amélie a reçu un appel de Mireille. Elle a hésité avant de décrocher, puis a mis le haut-parleur. Je pense qu'elle avait besoin que je sois témoin de cette conversation.
Amélie, c'est maman. Bonsoir maman. Il faut qu'on parle. François est sorti de garde à vue. Il veut te voir. Je ne veux pas le voir. Ne sois pas idiote. Il s'excuse. Il dit qu'il a compris, qu'il va changer. J'ai vu Amélie serrer les poings. Sa mère utilisait encore les mêmes techniques de manipulation. Maman, il m'a frappé. Une gifle, une malheureuse gifle. Les couples, ça se dispute. Regarde ton père et moi. Justement, regardez-vous, vous avez divorcé. Parce que ton père était faible. François, lui, il a du caractère. Du caractère. Maman, frapper une femme, ce n'est pas du caractère, c'est de la lâcheté. Amélie, tu vas bientôt avoir 50 ans. Tu crois que tu vas retrouver quelqu'un d'autre? François, malgré ses défauts, c'est un bon parti. Il gagne bien sa vie, il me rend malheureuse. Le bonheur, c'est un luxe de petite fille. Dans la vraie vie, on fait des compromis. Amélie a raccroché. Elle tremblait de colère. Tu entends ça, papa? Selon elle, je n'ai pas le droit d'être heureuse parce que j'ai bientôt 50 ans. Ta mère, elle a peur de la solitude. Elle préfère une relation toxique plutôt que pas de relation du tout. Mais toi, tu n'es pas obligé de faire les mêmes choix qu'elle. Je sais, mais c'est dur. Pendant 15 ans, j'ai intégré ces règles. Une femme sans homme, c'est un échec. Mieux vaut un mari imparfait qu'être seul. Les hommes bien, ça ne court pas les rues. Et tu y crois encore? Non, plus maintenant. Grâce à toi. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. Amélie m'a raconté son mariage, les petites humiliations quotidiennes, la façon dont François l'avait progressivement isolé de ses amis, comment il critiquait ses choix vestimentaires, sa coiffure, ses opinions politiques. Il m'avait convaincu que j'étais nul en tout, que sans lui, je ne savais rien faire. Tu sais ce qu'il m'a dit quand j'ai voulu reprendre mes cours de piano? Quoi? À ton âge, tu vas faire rire les professeurs. Et puis, on n'a pas les moyens de gaspiller de l'argent dans tes lubies. Tes lubies? Mes rêves, papa. Il appelait mes rêves des lubies. J'ai serré ma fille contre moi, 48 ans, et elle redécouvrait le droit de rêver. Les jours suivants, Amélie a commencé à reprendre sa vie en main. Elle est allée voir un avocat pour engager la procédure de divorce. Elle a repris contact avec sa meilleure amie, Sophie, que François lui avait interdit de voir parce qu'elle était divorcée et mauvaise influence. Sophie est venue dîner à la maison un soir. Une femme pétillante d'une 50aine d'années, médecin, qui vivait seule par choix et qui rayonnait de confiance en elle. « Amélie !» s'est-elle exclamée en la voyant. « Tu as retrouvé tes couleurs. Ça faisait des années que je ne t'avais pas vu sourire comme ça. Papa m'aide à me reconstruire. » Sophie s'est tournée vers moi. « Monsieur Dubois, ce que vous avez fait, appelez la police. Ça a dû vous demander un courage énorme. » Non, madame. Ça m'a juste demandé d'être enfin un père. Nous avons passé la soirée à évoquer des souvenirs d'Amélie. Sophie racontait la jeune femme brillante et drôle qu'elle avait connue à l'université. Amélie riait, vraiment riait, en se souvenant de leurs frasques d'étudiante. Tu te souviens quand on avait séché les cours pour aller voir la leçon de piano au cinéma? Tu avais pleuré pendant tout le film. Oui, et toi tu disais que j'étais trop sensible. Mais non, je disais que tu étais authentique, que tu osais ressentir les choses profondément. Amélie s'est tournée vers moi. Tu vois, papa, avant François, j'étais quelqu'un qui ressentait les choses. Il m'a appris à avoir honte de mes émotions. Sophie a pris la main d'Amélie. Ma chérie, les émotions c'est ton métier. Tu es psychologue. Comment peux-tu aider tes patients si tu refuses tes propres sentiments? C'est vrai. Au cabinet, je me dissociais complètement. J'écoutais les gens raconter leurs souffrances avec une distance professionnelle, mais je n'arrivais plus à compatir vraiment. François avait réussi à me couper de mon empathie. Et maintenant, je redeviens humaine. 3 semaines après l'arrestation de François, nous avons reçu une visite inattendue. Amélie préparait le déjeuner quand on a sonné. J'ai ouvert. François se tenait sur le palier, costume froissé, barbe de 3 jours, l'air hagard. « Claude, il faut que je parle à Amélie. »
Elle ne veut pas vous voir. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Je veux m'excuser. Amélie est apparue derrière moi. C'est bon, papa. Laisse-le entrer. François a pénétré dans mon petit salon comme un chien battu. Il a regardé autour de lui avec dédain. Tu vis vraiment dans ce taudis? Amélie s'est raidie. Ce n'est pas un taudis, François. C'est un foyer. Amélie, écoute-moi, je suis désolé pour la gifle. J'ai pété un plomb, j'étais stressé au travail et tu t'es défoulé sur moi. Non, enfin si, mais je vais voir un psy. Je vais me soigner, on peut recommencer. Non, François. Comment ça, non? Tu ne peux pas me quitter. Nous sommes mariés, nous avons une maison, des projets. Nous avions tes projets. Moi, je n'avais pas le droit d'en avoir. François a commencé à s'énerver. Arrête tes conneries. Tu avais tout. Une belle maison, des vacances, des bijoux. J'avais tout sauf le respect. Le respect? Mais je te respectais. Je subvenais à tous tes besoins. François, tu m'as demandé l'autorisation de changer de coiffure. Tu m'as interdit de porter des robes courtes. Tu contrôlais mes sorties, mes amitiés, mes lectures. Je te protégeais. Le monde est dur. Les gens sont méchants. Non, tu me contrôlais. Il y a une différence. François s'est tourné vers moi, furieux. C'est vous qui lui avez mis ces idées dans la tête. Depuis qu'elle vit ici, elle est devenue complètement folle. Non, François, depuis qu'elle vit ici, elle est redevenue elle-même. Elle-même, regardez-la, elle ne se maquille plus, elle ne s'habille plus. Elle ressemble à une femme libre, à une clocharde. Amélie a éclaté de rire. Tu sais quoi, François? Pendant 15 ans, tu m'as fait croire que j'étais nulle, moche, incompétente. Pendant 15 ans, j'ai essayé de devenir la femme parfaite que tu voulais. Et maintenant, je découvre que même quand je faisais exactement ce que tu voulais, tu n'étais pas content. Si, j'étais content. Alors pourquoi tu me critiquais sans arrêt? Pour t'aider à progresser. M'aider, en me rabaissant, en me faisant sentir que rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. François a regardé autour de lui, cherchant du soutien. Mais il n'y avait que moi, et mes yeux ne lui promettaient rien de bon. « Amélie, je t'aime !» cria-t-il soudain. « Je t'aime vraiment. » Non, François, tu aimais me posséder. Ce n'est pas la même chose. C'est faux. François, quand c'était mon anniversaire, qu'est-ce que tu m'offrais? Il a hésité. Des bijoux, des parfums. Lesquels? Ceux que j'aimais bien. Exactement. Tu m'offrais ce que toi tu aimais. Tu ne t'es jamais demandé ce que moi j'aimais vraiment. Mais toutes les femmes aiment les bijoux. Moi j'aime les livres. J'aime les concerts de musique classique. J'aime les promenades dans les musées. En 15 ans, combien de fois tu m'as emmené dans un musée? François était livide. Les musées, c'est chiant. Pour toi, pas pour moi. Mais ça, tu t'en fichais. Il a essayé une dernière carte. Et l'argent? Comment tu vas faire sans mon salaire? Tu vas vivre dans la misère. Amélie s'est redressée. François, j'ai un diplôme de psychologue. J'ai un cabinet qui marche bien. J'ai des économies que tu ne connais même pas parce que tu ne t'es jamais intéressé à mes finances personnelles. Je peux très bien vivre sans toi. Mais qui va s'occuper de toi quand tu seras malade? Qui va te tenir compagnie? Qui va... François, arrête. Tu n'as jamais pris soin de moi quand j'étais malade. Tu disparaissais parce que ça te stressait. Et la compagnie, ces dernières années, même quand tu étais là physiquement, tu n'étais jamais là vraiment. François s'est effondré sur mon canapé. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Tu vas apprendre à vivre avec toi-même. Et peut-être qu'un jour tu comprendras la différence entre aimer quelqu'un et posséder quelqu'un. Il est reparti sans un mot. Je l'ai regardé descendre l'escalier, voûté, diminué. Pour la première fois, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Amélie s'est assise à côté de moi. « Papa, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Tu regrettes d'avoir appelé la police ?» J'ai réfléchi longuement. « Non. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Même si ça a détruit mon mariage,
Amélie, ton mariage était déjà détruit. Il était détruit le jour où François a levé la main sur toi pour la première fois. Et ce n'était peut-être même pas la première fois. Elle a baissé les yeux. Non, ce n'était pas la première fois. Mon sang s'est glacé. Comment ça? Il y avait eu des bousculades, des accidents. Une fois, il m'a poussé et je suis tombé dans l'escalier. Il a dit que c'était de ma faute, que j'étais maladroite. Amélie, une autre fois, il m'a serré le poignet si fort qu'il m'a fait un bleu. Mais il s'est excusé après, il a dit qu'il ne contrôlait pas sa force. Je sentais la colère monter en moi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que j'avais honte. Et parce que je pensais que c'était normal. Ma maman m'avait toujours dit que les hommes forts avaient parfois du mal à doser leur force. Ta mère savait? Je pense qu'elle se doutait, mais elle fermait les yeux. Pour elle, un mari violent valait mieux que pas de mari du tout. Cette révélation m'a achevé. Ma propre ex-épouse avait sacrifié la sécurité de notre fille pour maintenir les apparences d'un mariage réussi. Amélie, je suis désolé. Désolé de ne pas avoir vu. Désolé de ne pas avoir été là. Tu es là maintenant, papa. C'est ça qui compte. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre dans ce petit salon qui était devenu notre refuge. Dehors, Paris vivait sa vie, indifférente à nos drames privés. Mais dedans, dans ces quelques mètres carrés, nous étions en train de reconstruire quelque chose de précieux. Une famille basée sur l'amour vrai, pas sur les apparences. Le lendemain, Amélie a trouvé un appartement, petit, mais lumineux, dans le 11e arrondissement. Un 2 pièces avec parquet ancien et moulure, pas loin de son cabinet. Tu sais ce qui me plaît le plus dans cet appartement? M'a-t-elle dit en visitant. Quoi? C'est que quand je l'ai visité, j'ai pensé à ce que moi j'en ferais, pas à ce que François en penserait. Elle a emménagé un samedi. Sophie est venue l'aider, ainsi que 2 de ses collègues psychologues que François lui avait interdit de fréquenter. Pour la première fois depuis des années, Amélie s'est entourée de femmes fortes, indépendantes, qui la respectaient pour ce qu'elle était vraiment. En fin d'après-midi, alors que nous buvions le champagne dans son nouveau salon vide, Amélie s'est levée. J'ai quelque chose à vous dire à tous. Nous nous sommes tus. Pendant 15 ans, j'ai vécu dans la peur. Peur de déplaire, peur de décevoir, peur d'être abandonné. J'ai accepté l'inacceptable parce que je pensais que c'était ça, la vie. Mais grâce à mon père, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Elle s'est tournée vers moi. Papa, quand tu as appelé la police, tu ne m'as pas juste défendu contre François, tu m'as montré que j'avais de la valeur, que je méritais d'être protégé, que je méritais le respect. Les larmes me montaient aux yeux. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un homme se battre pour moi sans rien attendre en retour, juste parce qu'il m'aimait. Vraiment. Sophie et les autres applaudissaient doucement. Alors merci, papa. Merci de m'avoir appris qu'on peut être forte et douce à la fois, qu'on peut défendre ses convictions sans écraser les autres. Merci de m'avoir montré ce que c'est, un vrai homme. Je me suis levé et j'ai pris ma fille dans mes bras. Dans cette étreinte, j'ai senti tout l'amour que nous avions mis des années à retrouver. 6 mois plus tard, Amélie a repris ses cours de piano. Elle s'est inscrite dans une chorale. Elle a adopté un chat qu'elle a appelé Voltaire, en hommage à mon ancien lycée. Elle rayonne d'un bonheur simple et vrai. Moi, j'ai recommencé à donner des cours d'histoire bénévolement dans une association du quartier. J'ai retrouvé cette passion d'enseigner que j'avais perdue. Et parfois, quand j'explique la Révolution française ou la Commune de Paris à mes élèves adultes, je repense à ce dimanche où j'ai fait ma propre révolution. Mireille nous a coupé les ponts. Elle n'a pas supporté qu'Amélie divorce, qu'elle gâche sa vie selon ses mots. Elle a choisi François contre sa propre fille. Ce choix en dit long sur la femme qu'elle est vraiment. François a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une amende. Il a dû suivre un stage de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales. Je ne sais pas s'il en a tiré des leçons.
J'espère juste qu'il ne fera plus jamais de mal à personne. Aujourd'hui, je regarde ma fille vivre sa nouvelle vie et je me dis que parfois, les fins d'histoire les plus belles ne sont pas celles où tout le monde se réconcilie. Ce sont celles où les gens trouvent enfin le courage d'être eux-mêmes. J'ai 75 ans et j'apprends encore. J'apprends qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, qu'un père peut échouer pendant des années et se rattraper en une seule décision courageuse, que l'amour vrai, ce n'est pas de tout accepter, c'est de protéger ceux qu'on aime, même contre eux-mêmes. Alors voilà, c'est mon histoire. L'histoire d'un homme qui a mis 75 ans à comprendre que la douceur et la force ne sont pas incompatibles. Que parfois, l'acte le plus courageux qu'on puisse faire, c'est de décrocher son téléphone et de dire « Stop ». Et vous, si vous étiez à ma place ce dimanche-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Auriez-vous eu le courage d'appeler la police sur votre gendre ou auriez-vous fermé les yeux pour préserver la famille? Dites-moi dans les commentaires. Votre avis compte pour moi. Parce que des histoires comme celle-là, il y en a partout. Et peut-être qu'en les racontant, on peut aider d'autres personnes à trouver leur courage. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, vous valez plus que les compromis qui vous détruisent.